Du coup, moi, j'ai pas pris le bon soleil. C'est pas grave. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, podcast vidéo que vous pourrez retrouver aussi sur YouTube. Je suis avec Sébastien Tissier. J'avais envie de vous le présenter parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il travaille avec Julien, donc qui lui est développeur, c'est ça, hein, donc sur des développements d'outils adaptés aux webmarketeurs. Voilà, je laisse se présenter. Ah, quand même, c'est très en face le point. Donc tu veux que je me présente? Ouais, en fait, d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui, par exemple, être en Thaïlande? Enfin, t'habites au Cambodge, mais voilà, comment est-ce que t'es arrivé jusqu'ici, ton parcours? Ok. Alors salut Cédric, bonjour à tout le monde. Alors je m'appelle Sébastien Tissier, je travaille sur internet depuis une petite dizaine d'années maintenant, une grosse dizaine d'années même, et j'ai la spécificité de vivre un petit peu comme Cédric et comme d'autres d'ailleurs en Asie depuis très longtemps. Je suis arrivé en Thaïlande en 2010 et depuis j'ai pas bougé, hormis au Cambodge où je fais un petit peu des allers-retours et je partage mon temps essentiellement entre ces pays-là et un petit peu les pays avoisinants. D'un point de vue professionnel, je suis connu du moins un petit peu sur internet, un tout petit peu pour deux projets principaux qui sont Black Hat Marketing, où on parle de stratégie un petit peu Black Hat, de scrap, de techniques un petit peu de gros hacking, et puis de l'autre côté, avec mon associé Julien Arsin, donc dont tu as parlé Cédric, eh bien on a développé un service en ligne, un SAS, c'est-à-dire un outil qui permet d'aller récupérer des listes d'emails ciblés professionnels sur des sites comme LinkedIn par exemple, d'aller récupérer des bases de données sirènes pour se constituer des listes très vite, puisque quand on a démarré sur internet, la grande doctrine finalement c'était de mettre en place des landing pages et puis de capturer du trafic au travers de ça. Puis on a trouvé ça un petit peu dommage parce qu'on pouvait aller beaucoup plus vite en récupérant l'email des gens directement, et quand on s'adresse à des professionnels, c'est parfaitement adapté parce qu'on a le droit de le faire, et donc du coup ça permettait de capturer beaucoup plus de mails beaucoup plus vite et donc de lancer des business beaucoup plus vite. Donc en réalité, mes activités ont toujours tourné un petit peu autour de ça, et pendant longtemps j'ai travaillé dans l'affiliation avec des réseaux de blogs, jusqu'au jour où effectivement il y a 2 ans et demi en arrière, on a décidé avec Julien de se mettre un petit peu en lumière pour apporter un petit peu tout le savoir-faire qu'on avait développé au fur et à mesure de ces années. Oh génial, on peut faire ça comme ça en plus. Alors là, tu as évoqué un truc qui est super intéressant, c'est la capture de lead au final, parce que c'est important, les gens la plupart du temps ils se disent j'ai besoin de faire de la pub Facebook par exemple pour mon business, j'ai besoin de faire de la pub sur AdWords, j'ai besoin de faire je sais pas moi un shootout sur Instagram. Mais toi tu as vraiment identifié un problème qui est que quand on veut faire du business, l'important c'est d'avoir des leads qu'on va contacter et recontacter en fait. Comment est-ce que tu as identifié ce problème? Comment est-ce que tu as identifié ce problème et pourquoi est-ce que tu es arrivé à cette idée-là que c'était que la solution c'était de scraper les groupes Facebook ou alors d'aller voir un petit peu les trucs sur LinkedIn? Alors ça s'explique un petit peu dans mon parcours. Moi j'ai démarré avec une vraie entreprise il y a 20 ans de ça en arrière. Une vraie entreprise? Une vraie entreprise, c'est-à-dire une vraie SARL avec des vrais bureaux, avec des vrais employés, des vraies charges sociales, des vraies factures de TVA à payer et tout un tas de problématiques qui étaient de dire voilà quand tu t'es fait repasser par le fisc, par la TVA, par toutes les charges, par tout ce que tu as à payer finalement, il te reste plus grand chose pour développer ton business et surtout t'as pas beaucoup de temps. Donc l'idée à l'époque c'était qu'il fallait aller vite, qu'il fallait trouver des moyens de faire du pas cher pour se développer. À l'époque, par exemple, quand j'ai lancé un nouveau service qui était du contrôle médical, à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a acheté un petit programme qui permettait d'utiliser nos lignes téléphoniques. J'avais un centre d'appel à l'époque et on avait 15 ordinateurs qui étaient immobilisés la nuit, qui servaient à rien parce que les gens ne travaillaient pas la nuit chez moi. Et du coup, on a installé un programme qui permettait d'utiliser nos forfaits illimités data qu'on avait, sur lequel on passait des appels téléphoniques toute la journée. On a envoyé des millions de fax avec, littéralement des millions de fax. Toutes les nuits, en fait, on envoyait des dizaines de milliers de fax à partir de chaque poste. Et comme ça, on a trouvé des nouveaux clients. Bref, cette idée un petit peu de gros hacking, à l'époque, ça ne portait pas ce nom-là, mais c'était vraiment, je dirais, des techniques de développement de business à moindre coût. Et l'idée, c'est pareil, quand tu te lances sur Internet, tu as tellement de choses à faire, tellement de choses à savoir, et puis surtout en fait le net ça marche que quand on a des clients. Donc le moyen le plus facile de trouver des clients, tout le monde va te dire, c'est de faire de la pub. Sauf que la pub ça coûte cher, et ça coûte encore beaucoup plus cher quand tu connais rien, quand tu démarres. Parce que si tu parles de Facebook par exemple, ton pixel il est pas entraîné, t'as pas de data, t'as pas de retour sur tes funnels, sur tes produits, tu sais pas ce qui plaît, ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc l'idée c'était de pouvoir tester, surtout tester très vite. Et quand on scrape des emails, on va scraper par exemple 10 000 emails, et avec ça
ça, on envoie ça vers une landing page, on voit tout de suite s'il y a de l'intérêt ou pas, sans avoir besoin en fait de mettre 2-3 000 € en pub qu'on va sacrifier finalement pour se dire bon bah finalement ça plaît pas et ça marche pas quoi. Là ça permettait d'aller beaucoup plus vite et cette problématique là, on l'a gardée. Aujourd'hui, quelle que soit l'activité sur le net, mais c'est aussi vrai dans la vie réelle, une entreprise c'est fait pour vendre avant toute chose parce que c'est ce qui mesure la réussite. C'est-à-dire que tu peux avoir ou penser avoir le meilleur produit du monde, in fine, il n'y a que tes clients qui vont te le dire. Et s'ils se vendent pas, c'est que tu as tort, il faut l'admettre. Donc l'idée, c'est qu'on trouve jamais les formules magiques du premier coup et que pour ça, il faut procéder par test. Et les tests, ça coûte toujours très cher. Quand on fait une campagne pub et qu'on met 10 audiences en parallèle avec 10 formats publicitaires, on sait qu'il y en a peut-être un qui va ressortir et qui va marcher. Mais ça veut dire que tous les autres qu'on a mis, ils sont jetés à la poubelle. Alors on appelle ça acheter de la data, c'est bien, mais on pourrait et on peut surtout le faire d'une manière gratuite en utilisant des techniques alternatives. Après, je dis pas qu'il faut pas utiliser la pub Facebook, mais encore une fois, il faut savoir procéder par étapes et quand on n'a pas d'argent à sacrifier immédiatement, c'est sans doute la plus mauvaise idée de commencer d'abord par la pub Facebook et plutôt de devoir chercher des solutions qui sont elles beaucoup plus opérationnelles immédiatement et surtout qui coûtent beaucoup moins cher. Aujourd'hui, en fait, un lead sur Facebook, ça vaut allez, au bas mot maintenant à peu près 1 €. Ça peut monter à beaucoup plus suivant les thématiques évidemment. On va pas faire une généralité, mais disons 1 €. Et pour Linklead.io par exemple, pour 47 €, on va donner 2000 leads. Alors évidemment c'est pas du tout le même ratio, la relation avec les gens n'est pas la même, mais je veux dire par là qu'en fait on est quand même sur un aspect qui est totalement différent. 47 fois 1 € d'un côté, ça ferait 47 leads pour Facebook comparé à 2000. Alors après il y a des techniques d'exploitation qui permettent de les rentabiliser et des petites choses à savoir, mais effectivement on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du hack de croissance rapide, c'est-à-dire voilà, quand on n'a pas les moyens, si j'ai 50 balles, est-ce que je dois les mettre où est-ce que je dois les mettre d'abord? Ça sera pas en pub Facebook parce que 50 balles en pub Facebook quand on démarre, ça produit jamais grand chose quoi. Au mieux, ça produira 50 leads. Après, ce qui est intéressant que tu dis, ce que tu dis ici, c'est que en fait, tu sautes une étape carrément, parce que sur Facebook, on essaye de capturer des leads. Bon, bien évidemment, on les cible, mais après, il faudra les revalider de toute façon dans notre séquence d'email, quoi. Et là, tu les as directement les leads, et puis tu les valides. Après, tu les tries éventuellement dans ta séquence d'email. Donc, c'est vraiment une vision qui est beaucoup plus stratégique que juste la technique de la pub Facebook, quoi. Et donc tu as ces outils-là au niveau de la capture de leads, mais tu as aussi d'autres outils. J'en connais un qui va intéresser, parce que la pub Facebook, ça intéresse quand même aussi les gens qui me suivent, moi, notamment avec la partie dropshipping, beaucoup moins pour tout ce qui est gros import et encore. Tu proposes aussi des outils pour des gens qui font de la pub Facebook, pour des gens qui font de la pub tout simplement. Alors effectivement, on a plusieurs types de logiciels. On en a un notamment, je pense à celui-ci auquel tu fais référence, qui est sur la création de vidéos pub pour Facebook. L'idée c'est toujours la même finalement, c'est quand on démarre de zéro, quand on n'est pas habitué à faire des vidéos publicitaires, il y a un apprentissage qui est long, faut maîtriser un logiciel de montage, faut chercher des photos, faut trouver un format qui marche, et ça prend déjà des heures quand on est débutant, et même quand on ne l'est pas d'ailleurs. Mais au-delà de ça, en fait, quand on fait de la publicité Facebook, faut tester, c'est-à-dire c'est pas parce que la vidéo elle est jolie, encore une fois, qu'on la trouve belle, qu'elle va faire des ventes, et la réalité du terrain c'est que on va faire en sorte de tester une audience avec 10 formats pub, et puis on va tester une deuxième audience avec 10 formats pub, et puis on veut voir vraiment ce qui produit des résultats. Donc tout ça pour dire que finalement, si on veut faire un test vraiment opérant en matière de pub Facebook, il faut mettre plein de variables dans son test, et les variables quand c'est des vidéos, ça prend, s'il faut faire 10, 20, 30 vidéos, ça prend un temps qui est colossal. Donc l'idée c'est pas forcément d'avoir des logiciels qui produisent les plus belles vidéos du monde, c'est d'avoir simplement quelque chose qui permet de réaliser des tests très rapidement, de produire des vidéos dans des formats différents et adaptés à Facebook, autant sur la durée que sur des templates bien précis qui attirent l'œil. C'est pas les vidéos les plus jolies encore une fois, mais c'est celles qui vont donner vraiment une indication sur le format qui a retenu le plus l'attention et qui a le plus fait passer à l'action. À partir de là, quand on a trouvé une vidéo, on peut toujours l'améliorer, on peut passer là pour le coup sur un vrai logiciel professionnel, on peut payer quelqu'un sur Fiverr pour faire un truc qui est beaucoup plus léché, beaucoup plus pro, en reprenant finalement l'idée que ce qu'on a fait c'était un brouillon et on cherchait juste à savoir laquelle allait le mieux fonctionner. Donc l'idée encore une fois des outils, c'est toujours un peu la même chose, c'est que l'outil c'est pas une pilule magique, l'outil c'est juste un élément qui est au service d'une stratégie, et là en l'occurrence ce qu'on veut c'est pas faire des vidéos génialissimes, c'est juste
avoir les éléments suffisants pour faire un test, et à partir du moment où on aura les résultats de ce test, de se dire voilà, je sais maintenant laquelle marche et je vais pouvoir demander effectivement à me faire une vidéo pro avec ce format-là, parce que voilà, j'ai payé tant en pub et puis je sais maintenant que les gens ils achètent plus en voyant ces pubs. Donc tous les outils c'est un petit peu la même chose, il y a toujours un petit peu effectivement ce côté pilule magique qui brille et qui résoudrait tous les problèmes, mais encore une fois ça va pas rendre le business meilleur, la vidéo elle va pas vendre un mauvais produit, elle va pas remplacer le copywriting, elle va juste faire son rôle qui est d'attirer l'œil dans un feed Facebook qui est très surchargé et d'emmener les gens vers une page, et la page ensuite doit vendre, et puis la séquence de mail vend par email et ainsi de suite. Mais là c'est un élément effectivement qui est autosuffisant sur cet aspect-là de création de vidéos publicitaires spécifiquement. Carrément, c'est comme tu dis, c'est pas l'outil qui fait le truc, quoi. C'est la stratégie que tu as derrière, quoi. Alors, selon toi, d'ailleurs, quels sont les ingrédients essentiels pour avoir une pub Facebook, une vidéo Facebook, parce qu'on sait que les vidéos, ça convertit mieux, qui vendent? Bonne question. Donc, quelles sont les étapes pour créer une vidéo Facebook? Et est-ce que tu as aussi des résultats chiffrés? Alors, d'ailleurs, avant que tu nous expliques tout ça, ce qui est important aussi de noter, c'est que le côté joli, même quand tu as une vidéo qui vend bien, qui a été faite avec un outil comme ça qui te permet de faire des tests rapidement, parfois quand tu vas faire un truc beaucoup plus pro, beaucoup plus joli sur Fiverr ou avec un professionnel que tu as pris sur Upwork ou n'importe quoi, tu auras parfois des moins bons résultats. Encore une fois, c'est pas l'esthétique qui vend, quoi. Faut vraiment faire des tests aussi. Une fois qu'on a la vidéo qui fonctionne avec ton outil, la remettre en split test vis-à-vis d'un truc qui soit plus esthétique, parce que les gens ils vont toujours faire des trucs plus beaux, un meilleur design ou changer de thème ou n'importe quoi sur Shopify, mais parfois au final ça convertit pas, donc toujours tester ça aussi. Donc je te relance sur la question pour toi, quels sont les ingrédients pour avoir une pub qui vend bien, une pub vidéo Facebook qui vend bien? Alors pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement il y a des trucs qui sont contre-intuitifs, et c'est vrai qu'il y a des vidéos, j'en ai une en mémoire d'un produit de coiffeur, je crois, qui avait été fait à l'arrache avec un téléphone portable, qui a fait des millions de vues. Effectivement la vidéo elle est dégueulasse, enfin, on peut pas le dire autrement, ça trempe dans tous les sens, mais ça a vendu, ça a cortonné, ça a été partagé, c'est devenu viral, mais c'était pas à proprement parler une vidéo publicitaire. Ceci étant, c'est vrai que ce qui marche et ce qui attire l'œil dans un feed Facebook, c'est ça, c'est un des premiers ingrédients en fait, c'est que les gens, il faut se mettre à leur place. Ils sont souvent, majoritairement maintenant sur téléphone portable, ils sont au milieu de quelque chose et la pub elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On est dans quelque chose qui doit forcément attirer l'œil, comme un 4x3 dans la rue, c'est-à-dire que les 4x3 ils sont pas faits forcément pour être très esthétiques, mais ils sont faits pour arrêter le regard. Donc à mon sens, un des premiers trucs, c'est vraiment quelque chose qui fasse que quand la personne scrolle, elle va s'arrêter, elle va regarder les éléments. Ça c'est la première des choses. Après il y a évidemment ce qu'on va mettre dedans et qui va être l'offre en elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'on a sélectionné la bonne audience en face du produit qu'on cherche à mettre en avant, et est-ce qu'on a bien mis en avant le produit, ses caractéristiques, ses bénéfices, son prix éventuellement, ou du moins tout ce qui constitue l'offre d'une manière synthétique. Mais il ne faut pas oublier qu'une pub Facebook vidéo, pour bien celle qui marche le mieux quand même, ça reste des formats très courts. On n'a pas vraiment le temps non plus de faire de grands discours à mon sens, et c'est vrai que les formats qui sont même conseillés par Facebook, c'est plutôt du 15 secondes quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est plus dans la démonstration. Moi j'ai des souvenirs de pubs qui ont très bien marché, c'est, je sais pas, des petits trucs télécommandés, il y avait des bateaux drones, des choses comme ça. En fait on montre vraiment l'objet en action, c'est-à-dire vraiment ce que ça permet de faire, le bénéfice. On voyait les gens avec un drone qui s'envolait, la famille qui était heureuse, enfin bref, quelque chose qui était synthétique mais qui montrait assez bien l'utilisation du produit. Donc voilà un peu à mon sens ce qui marche le mieux, et c'est encore une fois le premier des trucs. C'est, même si la vidéo elle est géniale, même si on a un produit qui est génial dedans, le premier des trucs qu'il faut pas oublier, c'est que on doit forcément arrêter le regard des gens, et donc ça passe, à mon avis, c'est le premier ingrédient de tous. Complètement d'accord, ouais. Je pense que l'idée c'est faut montrer que tu es là tout simplement. Même quand on fait des pubs avec des images, rien que le fait d'augmenter un petit peu le contraste, ça permet de ressortir un peu plus dans le flux. Et une fois que les gens ils ont posé les yeux sur ta pub, il faut leur montrer qu'est-ce que tu vas leur apporter tout simplement. Très bon conseil, là profitez-en, regardez un petit peu vos pubs Facebook, vous, ce que vous avez actuellement qui tourne, que ce soit vidéo, images, photos, etc. là. Et regardez si à la fois ça arrête l'œil, et ensuite si vous promettez tout de suite quelque chose qui va changer un petit peu la vie des gens, quoi, et qui est adapté à votre stratégie globale. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je mets un lien vers ta chaîne, je l'ai sûrement mis en truc qui s'affiche en haut à droite là tout à l'heure. Mais bon, vous l'avez aussi dans la description donc de cette vidéo.
Un truc à ajouter encore, un petit conseil comme ça pour les gens, notamment qui sont sur Shopify avec du dropshipping, qui selon toi serait vraiment essentiel. Quel est pour toi, parce que tu es aussi membre de Quickstart, tu regardes aussi tout ce qu'on fait au niveau des boutiques dropshipping sur Shopify et autres outils qu'on propose. Qu'est-ce qui, selon toi, serait vraiment le plus gros game changer dans tes business en ligne, dans tes e-commerce? Un conseil qui est plus généraliste, je pense, et qui vaut pour à peu près tous les business, qu'ils soient en ligne ou pas, c'est de ne pas oublier qu'on est assez propriétaire de peu de choses quand on travaille avec Facebook. Et en fait, quand on fait beaucoup de pubs sur Facebook et notamment pour quand on fait de l'e-commerce, on a tendance à utiliser beaucoup ce levier-là et c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire de grand-chose. Quand on y regarde attentivement, en fait, on est locataire d'un pixel et locataire à prix quand même assez élevé. Donc l'idée qui est un peu derrière tout ça, c'est de dire qu'il faut impérativement construire une relation plus solide sur laquelle on a les mains libres. Ça veut dire la base de données d'email, ça reste, même si aujourd'hui tout le monde dit que l'email est mort, même si etc. La réalité du truc, c'est que si demain tu perds ton compte Facebook, si demain ta chaîne YouTube est fermée, si demain ton compte SoundCloud est piraté, bref, tout ce qui te reste finalement, ça reste quand même ta liste d'emails que tu pourras contacter parce que c'est le seul élément tangible dont tu es réellement propriétaire et de la relation que tu as avec cette liste. C'est ce qui est important, c'est pas juste les emails évidemment, c'est le début, mais je veux dire, une fois que tu as les emails, tu peux les uploader en audience sur Facebook, tu peux les uploader sur AdWords, tu peux les relancer sur YouTube, tu peux faire à peu près ce que tu veux, mais surtout dès lors que les gens ont noué un contact personnel avec toi, un lien presque intime, quand tu envoies un email comme Cédric tous les jours, voilà, il y a des relations qui se développent, des gens qui attendent, des gens qui vraiment comptent un peu sur toi et puis qui ont pris l'habitude de consulter tes contenus, et bien cette relation, elle se perd pas. C'est des gens qui vont te suivre à vie et c'est vraiment la plus grosse valeur quel que soit ton business aujourd'hui, que tu sois dans le domaine de la formation, dans l'e-commerce ou peu importe, ça marche exactement pareil. La vraie chose à travailler pour avoir un business pérenne, c'est cette relation dans la durée et de pouvoir toujours être capable de contacter les gens et ça passe essentiellement par l'email. Ça peut être également le numéro de téléphone, peu de gens le font actuellement, mais avec le numéro de téléphone, on peut retrouver les gens sur Facebook, on peut les retrouver à peu près partout en audience aussi et puis surtout on peut faire des choses que les gens oublient, c'est-à-dire qu'en matière de marketing, il y a des effets de mode. C'est-à-dire que l'email marketing, c'était il y a 15 ans, c'était au top. Aujourd'hui, tout le monde dit ah, c'est mort, etc. Et puis, il y a eu le SMS. Et aujourd'hui, on peut envoyer des SMS parce que les gens reçoivent moins sur ce type de proposition qu'avant. Le courrier papier, par exemple, c'est des choses qui reviennent dans le marketing, qui ont été oubliées, qui cartonnaient dans les années 80. Enfin bref, le marketing évolue assez peu, mais il y a des effets de mode qui succèdent. Et c'est vrai que le fait d'avoir des coordonnées des gens, des coordonnées postales, des coordonnées téléphoniques, une adresse email, ça permettra demain, quelle que soit en fait ton activité, quelle que soit la situation, de pouvoir profiter de tous les leviers de communication que tu pourras vouloir utiliser. C'est vrai que pense aujourd'hui si tu envoies, je sais pas, un bon de réduction par la poste avec, je sais pas, une belle offre sur un courrier manuscrit à l'effet de tes prospects, tu vois, quand ils vont ouvrir le courrier, wow, c'est un truc qu'ils ont plus du tout l'habitude de voir, contrairement à la pub Facebook où ils envoient du matin jusqu'au soir. Donc il faut parfois être capable de naviguer à contre-courant et pour ce faire, il faut que tu aies impérativement un maximum de données sur les gens et leur adresse email avant toute chose évidemment si tu dois en avoir qu'une seule. Donc voilà pour ce conseil que je donne régulièrement aux gens, c'est de jamais minimiser cet aspect-là parce que les business qui tournaient bien à l'époque d'AdWords, il y en a plein qui se sont mordus les doigts quand ils sont fait fermer leur compte. Il y a plein de business qui avaient aussi pas de liste email et qui étaient en première page de Google il y a 5-6 ans en arrière et puis qui ont perdu leur première place et qui ont tout perdu du coup. Et c'est vrai que demain, on n'est pas à l'abri que Facebook change les règles, veulent plus de ton business et du coup que tu te retrouves un peu dans la même situation. Donc l'idée c'est vraiment de se prémunir de tout ça et puis encore une fois être capable de travailler dans le long terme. Je suis carrément d'accord avec toi sur ce point-là, notamment la capture d'email. Et ce qui est génial de toute façon, c'est qu'il y a tous les gens qui disent que l'email marketing est mort. Du coup, il y en a plein qui le font plus et nous, on est là, quoi. Et du coup, ça nous permet non seulement d'avoir une relation plus intime avec les gens, mais en plus, on est dans les derniers, quoi. Moi, j'ai certains business sur lesquels je bosse avec des trucs qu'on envoie par FedEx chez les gens. Quand les gens ils reçoivent toutes leurs pubs sur Facebook, etc., et que nous, à côté, on arrive avec un FedEx qui leur est livré, c'est classe en plus un FedEx, surtout quand t'es pas dans le milieu de l'import-export ou des trucs comme ça, quoi. Tu reçois un FedEx, tu l'ouvres, tout de suite tu as un sentiment qui est accroché à cette expérience, tu as quelque chose, quoi. Et du coup on a une relation totalement différente avec nos prospects, avec nos clients que les gens qui jurent que par AdWords et Facebook, quoi. Donc bien évidemment c'est à la mode, bien évidemment c'est une tendance, bien évidemment c'est là où les gens passent leur journée, mais il faut pas oublier tout ce qui existait aussi. Si vous avez un business local, faites des pubs à la radio, quoi. Il faut pas oublier aussi tous ces trucs là sur lesquels les gens sont, quoi. Surtout si par exemple votre business il s'adresse à des vieilles personnes, à des vieux, quoi.
Tout à fait. Donc, bah ouais, complètement d'accord avec toi sur tous ces points-là et sur la vision globale stratégique de l'utilisation des outils. J'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Sur le fait d'être maître de ses clients, je parlais justement dans la vidéo d'hier du problème des marketplaces comme Amazon où tu n'es pas maître de tes clients, c'est pas toi, c'est pas tes clients. Et le fait d'avoir les adresses email et les contacts des gens que tu peux garder toujours, c'est vraiment un asset, c'est vraiment, comment est-ce qu'on dit un asset? C'est vraiment un actif, merci. C'est vraiment un actif qui a pas de prix pour un entrepreneur, quoi. Voilà sur tout ça. Et ben, je vous souhaite plein de succès dans vos affaires et merci pour cette intervention, Sébastien. Merci de m'avoir accueilli et puis plein de succès également et à très bientôt. C'est toi qui m'as accueilli en fait. Oui, c'est vrai.